On va attendre encore que certaines personnes finissent de se connecter. On a-tu 2 pages? Bon Bon matin! matin. Je serais curieux, à l'aide d'une réaction, pour ceux et celles qui se sentent bien ce matin, avez-vous envie de mettre un petit pouce ou un petit emoji? On va starter cette belle journée-là tranquillement. Jade, ça va Jade, bien? oui, Marilyn, Stéphanie, yay! Marie-Josée, wow! génial. Fait qu'on va tranquillement lancer ça, ce beau rendez-vous des artisans-là, du 21 avril. Aujourd'hui, on va être avec vous, moi puis Chloé, on va animer la rencontre. Euh, Hugo, Peut-être je sais pas s'il y a des nouvelles artisans-artisanes dans la pièce, peut-être, là. oui. Moi, je suis rédactrice en communication sociale à La Troquelle depuis 2 ans. Puis moi, je suis conseiller stratégique en ACA depuis 5 ans. Et on a avec nous, dans la pièce, je sais pas si vous la voyez, Marie-Hélène. Ah, pas encore. On a une nouvelle personne, 2 nouvelles personnes qui se sont jointes à l'équipe, puis Marie-Hélène va être là en soutien technique avec nous ce matin. Absolument. Donc aujourd'hui, on a 2 blocs à la rencontre des artisans à vous proposer à vivre ensemble aujourd'hui. La première, ça va être de 9h à 10h. On va prendre le temps de jaser du communautaire à bout, puis toute la belle expérience qu'on a vécue ensemble, puis le processus. On va faire aussi faire quelques petits ateliers en sous-groupe pour pouvoir avoir la chance d'en discuter et de réseauter avec les membres de la Troquelle. Puis de 10h à 11h, on va prendre le temps en fait de recevoir une présentation du CIS qui parle des nouvelles obligations en santé et sécurité au travail. Donc il va y avoir une petite présentation et une période de questions par la suite. Fait que c'est ce qui fait pas mal le topo de la rencontre d'aujourd'hui. Euh, Fait qu'on voulait prendre vraiment le temps de célébrer avec vous, puis de souligner l'accomplissement qu'on vient de vivre avec le communautaire à bout, parce que ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire comme aventure. Ça s'est passé rapidement. Euh, on- Particulièrement le 2 avril avec le rassemblement à Québec qui a été incroyable. On a eu la chance de vivre ça, moi puis Chloé, en vivre, à prendre des vidéos. Puis on va même pouvoir partager notre propre vidéo régionale, la vue de la troquelle de la mobilisation. Euh, Par curiosité, à ceux et celles qui étaient présentes, si vous avez envie de faire une petite réaction pour voir qui était là. Ah oui, bonne question. Génial. Fait qu'on était plus de 11 600 personnes à l'Assemblée nationale, ce qui est un record pour le mouvement communautaire. On était vraiment fiers puis impressionnés. En fait, la Troquelle, on tenait vraiment à le souligner, de voir une aussi grosse mobilisation. En fait, c'est la plus grosse qu'il y a jamais eu. Puis on se disait que c'était important de prendre un moment de le souligner puis de se célébrer pour prendre acte du processus puis de l'accomplissement qui a été fait. Fait qu'on tient aussi beaucoup à remercier tous les répondants régionaux, Alex, Sophie, Christina et Isabelle, qui ont travaillé de main de fer pour permettre de coordonner ça puis d'être les répondants régionaux de la mobilisation. D'ailleurs, on a une façon qu'on va le célébrer. On vous invite. En fait, je vais laisser Clo Oui, l'expliquer parce que c'était son idée. ça marche. Ben en fait, là, je viens juste de voir les commentaires. Marie-Josée, 11 000 combien? C'est 11 600. Ouais. Le chiffre le plus proche le plus récent que j'ai entendu. Fait que c'est vraiment beaucoup, là. Je suis dans le communautaire, c'est historique. Fait que, tu sais, juste pour ça, oui, oh my God. On peut vraiment se célébrer. C'est vraiment grand. Puis, c'est ça, dans ce processus-là, on sait que ça a mobilisé beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie pour les organismes dans les 2 dernières, pas les 2 dernières semaines, mais pendant ces 2 semaines-là, puis même celles d'avant, les mois qui ont précédé. C'est beaucoup d'énergie qui a été dirigée vers la même place, puis qui a comme culminé à ce grand rassemblement-là devant l'Assemblée nationale. Fait que
On voulait vraiment prendre le temps de le souligner parce que c'est pas rien. Puis, on a déjà fait une belle émission de radio qu'on a enregistrée avec Alex, Sophie, Christina puis Isabelle la semaine passée. On l'a préenregistrée, puis elle va sortir demain à 22 heures. Donc, vous allez pouvoir sinon la réécouter sur toutes les plateformes de balado par la suite. Si jamais 22 heures, c'est un petit peu tard pour vous, on peut comprendre. Mais pour l'occasion, on avait des répondants locaux qui super, puis cet épisode-là permet vraiment de faire une boucle avec ce qui a été vécu, leur parcours aussi comme artisan. Puis comme je disais, il y a beaucoup de personnes aussi dans les équipes qui ont été mobilisées pour ça. Puis ce matin, on voulait vraiment prendre le temps de se remercier en fait, puis de s'envoyer de l'amour dans le mouvement d'action communautaire autonome Lanaudois parce que c'est pas rien. Puis c'est important qu'on fasse un ancrage avec ça avant de continuer dans une phase 3. Alors, on vous a préparé une publication, ou dès maintenant, en fait, on vous invite à réfléchir à qui vous aimeriez dire merci. Vos équipes, bénévoles, peut-être que vos membres aussi ont été impliqués puis ont fait des activités. Ouais, c'est bon, c'est déjà fait. Marie-Hélène a déjà mis le lien dans le chat. Fait qu'on vous invite là à aller envoyer un commentaire. Puis c'est une publication qui va être liée aussi avec l'émission de radio. Donc, on fait ça chaque semaine. Puis là, on trouvait que c'était un bon moment de le faire avec où on en était avec la mobilisation. Absolument. Fait que, qui aimeriez-vous remercier? Pourquoi? Vous pouvez partager aussi vos réactions suite à l'événement de la mobilisation ou le processus du communautaire à bout en général. Vraiment, d'avoir tous vos feedbacks puis vos commentaires dans cette publication-là, ça serait extraordinaire. Nous tous. Ah oui. Fait qu'on se laisse un 5 minutes vraiment là pour que vous pouviez aller prendre le temps d'aller sur la publication, envoyer un petit commentaire, un message, ou ça peut être en chat aussi ici. Mais tu sais, sur la page Facebook, c'est bien parce que ça peut rayonner puis rejoindre encore plus de personnes qui sont pas avec nous ce matin. Fait que... On va même prendre le temps pour le plaisir de lire quelques commentaires. Ben oui. Je pense que si vous voulez même partager peut-être la page. On va faire ça. Partage d'écran. Oui. Comme ça, ceux qui vont être en rediffusion vont pouvoir profiter du beau moment qu'on va pouvoir vivre. Fait que c'est sur cette publication-là, donc Envoyons de l'amour, pour remercier les personnes et organismes qui se sont engagés envers la mobilisation. Fait que sous cette publication-là, vous pouvez envoyer un petit quelque chose. Puis tu sais, ça peut être à vos équipes de travail, ça peut être vos membres de CA, peut-être qui ont été mobilisés, vos membres dans vos organismes, nos répondants locaux, nationaux aussi peut-être. Ah oui, merci. C'est long. Ça nous aurait pris une petite musique d'attente. Oui. On se lance dans une action directement ce matin. On va prendre le temps de le faire cozy. Oui. Vous êtes dans le clip, chantez. Moi, je ne suis pas. Moi, oui. Je participe aux expériences chorales, mais... Ah, mais c'est déjà bien. Oui, c'est bien. Ouais. Mélanie Bélanger, merci aux organisateurs de cette belle mobilisation, Annie des Amandiers. Un immense merci à toutes celles et ceux qui s'impliquent avec cœur dans les manifestations communautaires. Votre énergie, votre solidarité et votre engagement font toute la différence.
Grâce à vous, nos communautés restent vivantes, unies et inspirantes. Continuons à nous mobiliser, à nous soutenir et à bâtir ensemble un avenir meilleur. Hmm. C'est des full beaux commentaires. Super beau. On a le réseau des proches aidants, les Moulins. Nous souhaitons remercier chaleureusement l'ensemble des organismes communautaires mobilisés ainsi que les 11 600 personnes présentes qui ont fait de cette mobilisation un moment fort et rassembleur. Génial. Fait que vous pourriez prendre le temps de finaliser aussi le message un peu plus tard, puis on va y revenir, nous, à la troquelle, pour prendre le temps de partager ces beaux messages-là que vous allez nous avoir écrits. Parfait. Yes. Fait que... Super. On voulait vraiment prendre le temps, en fait, de baigner tout de suite dans cette énergie-là parce que c'est extrêmement porteur. Puis je pense qu'on a peut-être toutes pas atterri encore du communautaire à bout pour les équipes de travail qui ont été fortement mobilisées. Fait que c'est important pour nous en fait, d'utiliser cette énergie-là puis de la rediriger vers notre mobilisation régionale puis de réfléchir à comment est-ce qu'on peut continuer à surfer là-dessus. Fait qu'on vous invite ce matin, on va faire des sous-groupes. Puis pour réfléchir, on vous a préparé un formulaire avec des questions. Vous allez pouvoir réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on peut étendre cet élan-là qui a été super porteur puis qui a déjà eu des gains à suivre pour la phase 3 quand même, là. Mais comment est-ce qu'on peut allier ça avec nos objectifs, nous, régionaux? Alors, on vous laisse 30 minutes pour réfléchir à ça ensemble. Dans le formulaire. Puis le formulaire qu'on vous envoie, vous pouvez aussi tout le répondre individuellement. Marie-Hélène vient de mettre le lien du formulaire en commentaire dans le chat, fait que vous pouvez déjà l'ouvrir avant qu'on fasse les salles. Puis là, on s'était dit, c'est salles. Parfait. Fait que à partir de là, on vous envoie en salle, puis on se retrouve dans 30 minutes. Puis après, on va faire un retour en groupe, en fait, pour faire émerger qu'est-ce qui a été discuté dans vos discussions en sous-groupe. Absolument. Là, t'avais Si il y a, mettons, des constats que vous partagez ou que vous avez discuté, on va prendre des notes après aussi pour un peu revenir sur le sujet. Dans le formulaire, il y a des questions spécifiques, mais n'hésitez pas d'aller plus large, puis de discuter vraiment de comment vous avez vécu la mobilisation, le processus, puis prenez un beau moment pour vous ce matin, puis échanger sur cette belle action-là. On se retrouve à tantôt. OK. On va être prêt à revenir en grand groupe, fait que je vais ramener tout le monde dans la salle. OK. Ah, peut-être aussi, ça se peut. Ouais. Quand on se rend dans le chat, que c'est là qu'il y a les liens. Ah, ouais. Oh! Je l'ai testé pour les ceux qui... OK. J'ai participé aussi au centre à nous, là, à l'ACA, là. Oui, Ah, je pense que c'était le 24 mars, oui, j'ai l'activité. vraiment aimé ça, là. C'était vraiment encourageant, intéressant. Oui, ça l'était. Oui, oui. C'est là qu'il y avait la grande Ah, chaîne qu'on a faite sur le bord de la route. oui. La grande ligne, oui. Re-bienvenue tout le monde. Ça va être là, ouais. Pas trop. Chloé, Oui, c'est Marie-Josée. oui. Quand je fais envoyer le formulaire, ça me dit ce formulaire n'existe pas. Ah, Puis, tu sais, c'est parce que j'ai marqué pas mal tout ce qu'on a fait. Tout est là. Ah ouais, on va aller voir ça. On va aller voir parce qu'on a déjà eu, c'est bizarre, quelques réponses qui ont rentré.
Ça serait-tu qu'on a fait le changement de... Nous, ça faisait ça pour tout le monde dans notre équipe. Ok. Que ce formulaire n'existait pas? Comme je le disais, moi, le Mhm. conseil d'administration, quand ça va être le temps d'attribuer les 12 logements, Rendez-vous des artisanes. OK. Quand on voit qui est publié. On a eu 14 réponses qui sont rentrées, mais d'après moi, il y a eu un bug technique. Je vais refaire un test de mon côté tout de suite. OK. Est-ce qu'on peut vous envoyer les réponses par courriel? Ben, Non. on va renvoyer le formulaire à l'instant. Ça devrait fonctionner parce que là, on est dedans. Jay fait un test. Moi, je les ai mis dans le chat, mais on OK, peut leur compléter, là. parfait. Puis, Parce que j'ai pris des notes pour le sous-groupe. OK, super. Puis de toute façon, on se dit justement en pause que c'est des réflexions puis des questions qu'on aimerait même avoir puis envoyer à tous les membres de la Troquelle. Fait qu'on va faire sûrement une petite infolette rétro mobilisation communautaire à bout pour avoir le input de tout le monde. Fait que ce qu'on a vécu là ensemble, on va le renvoyer aux membres. Donc, on va repartir du même formulaire. Est-ce que vous pouvez dire ceux que vous avez reçus? Oui, on devrait être capable de le voir. Oui, je pense que oui, ça. Fait que c'est en haut. C'est la première question. Fait que tu sais, on a ceux de Jocelyne de Santé du Cœur. Là, c'est écrit Sylvanie, mais ça doit être Sylvaine. Suzy Lampron, Jenny Nadia Boisvert, un autre de Sylvie, de Luc Martin, Les Petits Mousses, Centre de soutien à l'enfance de la Naudière, Angelica, on l'a, une Marie-Ève, Patricia Lazure, Charles-Antoine Morissette, Annie, Louise Pépin, puis Julie Tétrault, on les a. Fait que c'est les formulaires qui ont rentré. Puis là, c'est bon. Ok, je pense que pour l'échange, on va prendre les notes dans le chat. Oui. Puis parce que j'arrive pas à Parfait. trouver la problématique. Super. Puis en fait, on peut, là, on voulait aussi prendre le temps, ce qui a été discuté en sous-groupe, qu'est-ce qui émergeait, c'était quoi vos grands constats. Fait que, tu sais, on peut prendre là aussi un moment, un 5-10 minutes avant d'aller au deuxième point. Qu'est-ce qui a émergé dans vos discussions, puis les partager à tout le monde. Vu que je suis devant, tu as envie de lancer un peu le... Donc, à main levée comme ça, est-ce qu'il y en a qui avaient des réflexions, constats à partager? Oui, Julie? En fait, nous, ce qu'on constatait, c'est qu'il y a beaucoup de directions puis de personnes dans les organismes qui sont à bout, vraiment, présentement, là. Moi, j'aurais dire même que je suis à bout du communautaire à bout. Pas parce que c'est pas une belle mobilisation, au contraire, on a vraiment adoré, en tout cas pour notre organisme, là, nos 2 semaines de mobilisation. Par contre, c'est certain que ça sera pas possible pour nous de maintenir ce rythme-là là, jusqu'à l'automne parce que on est en fin d'année financière, parce qu'on a nos réalités d'organisme et tout ça. Donc, il faudra voir. Puis aussi, au niveau de la campagne, c'est ça le cas. Ben, personnellement, je pense qu'elle a tout à fait sa place parce que pour aller chercher l'opinion publique, ça va être important que la CA rayonne positivement. Tu sais, la campagne, c'est ça la CA, c'est beaucoup une campagne qui est positive. Puis qui, tu sais, au niveau de l'éducation populaire, je pense que ça donne des exemples très concrets aussi de ce que les organismes font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi un organisme communautaire, ils ne savent pas c'est quoi l'action communautaire autonome. Donc, je pense que la campagne, c'est ça la cas, autant sa place que le communautaire à bout. Le communautaire à bout, c'est plus national, c'est tout le monde ensemble. Fait que c'est certain que ça a peut-être un poids qui est plus mieux, mais je pense que les deux sont vraiment complémentaires et importants, là. Faudra voir par contre les arrimages au niveau des différents moyens de mobilisation, là, comment ça va être possible de le faire. C'est ça, parce que tu sais, il y a des gens aussi, tu sais, juste les manifestations, la mobilisation, tu sais, la population aime pas trop ça, mais tu sais, je pense que la campagne, c'est ça, la CA vient aussi, amène adoucit un peu tout ça.
Oui, pour faire comprendre aux gens ce qu'on fait, là. Fait que oui, les deux sont bons. super. C'est vrai que c'est deux techniques vraiment, ben deux approches vraiment différentes en termes de mobilisation, là, mais les deux, en effet, ils se complètent super bien. Merci, Julie. Est-ce que j'aurais d'autres volontaires qui veulent nous partager ce qui a été vécu, discuté en sous-groupe? Et tous ceux et celles qui n'avaient pas eu l'opportunité d'envoyer le formulaire, si vous avez envie de copier vos réponses dans le chat, je vais les copier dans nos prises de notes. Faut pas perdre vos belles réponses. Et le temps que vous avez investi aussi. Annie? Oui, ben en fait, moi, c'est pour faire du push sur ce qui a déjà été dit parce que, en fait, c'est le communautaire à bout, puis la campagne, c'est ça, la cas. L'objectif, en fait, est le même, mais à échelle réduite, si je peux si je peux me permettre de dire ça comme ça. Tu sais, oui, là, dans le fond, on a une belle vague, puis il faut la prendre. On s'entend, là, on a vraiment une belle vague qui a été créée, il faut la prendre, mais justement de façon plus douce, parce qu'en effet, on a dérangé, ben, c'était ça l'objectif de déranger dans le communautaire à bout, là. C'était vraiment ça l'objectif, sauf que là, ça prend quelque chose de plus doux, mais qui nous permet de continuer à faire entendre notre parole. Tu sais, moi, là, ben, je vous donne un exemple de mon organisme à nous. Tu sais, on fait de l'achat de viande. Bon, on fait de la distribution alimentaire, premièrement. Donc, on fait de l'achat de viande à toutes les semaines pour pouvoir donner de la viande à nos membres. Mais là, les membres, ils nous regardent il y a des semaines, puis ah ouais, mais j'ai pas de viande cette semaine. Ben oui, c'est normal. J'ai pas de budget pour pouvoir t'en acheter. Je fais comment si j'ai pas de budget? Fait que je le nomme haut et fort. Faut le nommer au même de budget. Puis, faut le nommer à nos membres, à nos bénéficiaires, à ceux qui fréquentent nos établissements, parce que si eux le savent pas, comment la parole va se transporter? Il n'y a que nous qui allons la dire à l'instance plus haut. Tu sais, faut le nommer. Si on le nomme pas, ben, il se passera rien. Mais faut le nommer vraiment, mais en gardant une visibilité, mais à la façon de la troquelle, peut-être plus douce, je sais pas comment le nommer, là, mais bref, c'est quelque chose qui passe mieux dans la gorge des gens. Ben, Voilà. merci. C'est vraiment un bon point, Annie. Puis, tu sais, cette mobilisation-là qui a été décidée, votée par les membres de la Troquelle, elle a une approche qui est particulière. Puis, tu sais, je me rappelle la présentation qu'on avait faite avec le multi-public cible. Tu sais, je pense que c'est une mobilisation qui, au lieu de miser directement sur, mettons, le gouvernement ou les députés, ben, on part du cœur de l'action communautaire autonome, c'est-à-dire les organismes, les artisanes, puis tu sais, dans la Naudière, on a 200 organismes communautaires autonomes, ça fait, c'est quoi notre chiffre? C'est 10 000 artisanes, fait que c'est 10 000 personnes qui œuvrent quotidiennement dans les organismes, qui sont bénévoles, ou c'est des personnes impliquées, des postes de coordination, direction, fait que c'est des personnes qui sont déjà, dans le fond, hyper sensibilisées puis engagées déjà dans la cause, fait que juste, on a déjà une masse de 10 000 là, puis après ça, dans la Naudière, c'est 100 000 personnes qui côtoient qui viennent ouvrir la porte d'un organisme communautaire autonome dans une année. Fait que, on dirait que juste avec ce noyau-là, on a déjà une belle masse de personnes qui pourraient être sensibilisées puis à l'écoute des revendications du mouvement, dans le fond. Fait que c'est vrai. Je fais juste surfer sur ce que tu dis parce que ça mise comme là-dessus, dans le fond. Fait que merci, Annie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait partager quelque chose de vos discussions en groupe? Sinon, on pourrait surfer sur les partages qu'on a de la... Ok, parfait. Wouhou! C'est bon. Fait que... Pour les partages qu'on a, est-ce que tu voulais en lire quelques-uns? Ah, il y a une main levée. Maxime, de la MDJ de l'Assomption. Oui, ben en fait, je suis arrivé un peu en retard là, avec l'attente dans la salle, Oui, mais désolée. non, il n'y a pas de souci. Mais dans le fond, moi, ce que j'ai peut-être remarqué, mettons, je vais dire, de ce mouvement-là, autant bon, à bout que c'est ça, la cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'organisations, de la direction et de CA
qui devraient être aussi peut-être formés sur c'est quoi l'ACA. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses et d'organismes qui ont décidé de ne pas faire la grève en disant, nous, on ne bloquera pas les services. Puis là, quand on expliquait que, ouais, mais tu sais, mettons que tu fais de l'éducation à la démocratie avec des jeunes, ben, ça fait partie de l'ACA. Fait que j'ai l'impression que les gens, même à l'interne des organismes, de plus en plus ne savent pas qu'est-ce que l'ACA. Et de faire ce genre de mobilisation-là, ça fait partie de l'ACA. Donc, tu sais, oui, parler aux citoyens, c'est important. Puis nous, ça nous a permis ça. C'est ce que je disais dans le groupe. Là. Nous, à l'Assomption, on est deux organismes ACA, on n'est pas beaucoup, mais ça nous a permis d'aller voir les citoyens. Ça nous a permis de parler aux jeunes de c'est quoi l'ACA, même à certains membres de mon CA qui ne savaient pas c'était quoi. Fait que nous, on l'a vraiment utilisé pour parler beaucoup d'autonomie. Là. On en a parlé un peu dans notre groupe aussi, qu'au début peut-être du mouvement à bout, on en parle un petit peu moins de l'autonomie. Puis à un moment donné, ils en ont parlé plus, mais pour nous, c'était bien important de jamais parler de salaire, mais de parler de financement. Les salaires, c'est les CA qui décident des conditions de travail. C'est notre autonomie. Fait qu'on a vraiment beaucoup mis ça de l'avant avec nos élus locaux, les jeunes, puis la population. Fait que, tu sais, je pense que si grève il y a à venir du mouvement à bout, je pense que de parler de l'ACA va devenir vraiment important parce que qu'est-ce qui est la différence entre, mettons, nous autres et un organisme communautaire, ben c'est essentiellement les 8 critères de l'ACA. Fait que si on peut les mettre de l'avant puis parler de c'est quoi nos approches, je pense que là, on va vraiment ressortir du lot. Ah Donc, oui, vraiment. la norme de Merci. SIA serait potentiellement à éduquer. Oui, vraiment. Je pense que ça a mis en lumière le besoin d'éducation populaire de l'Action communautaire autonome. Merci, Maxime. Je vois l'heure. Je pense que je vais nous permettre de regrouper un peu puis de clore ça parce que à 10 heures, là, je veux pas me tromper, Julie et Rosa Maria du 6 qui vont venir nous faire une présentation. Puis là, je vois que Rosa Maria, elle est déjà là. J'imagine que Julie aussi, sinon elle va arriver bientôt. Ah, et là, parfait, je vois les coucous. Parfait. Fait que, ben merci, puis on va rassembler tout ça, là, tu sais, je vois Jay qui a comme ramassé quelques commentaires qui ont été mis dans le chat, on va mettre ça dans le même formulaire, puis on va renvoyer un courriel aussi aux membres parce qu'on trouvait ça important vraiment de faire une belle clôture de ce qui a été vécu, puis pour bien continuer la suite aussi avec vous. On voulait aussi revenir sur les points importants avec la mobilisation, c'est ça Lacan. Tu sais, on parlait justement du besoin d'éducation populaire avant justement les 2 grandes semaines d'action, de mobilisation, de grève. On avait lancé dans le dernier mois les 30 minutes d'ACA, qui est un atelier conçu pour démystifier, mieux comprendre l'action communautaire autonome avec ça peut être avec vos membres d'équipe, ça peut être avec vos membres de CA. Fait que ça n'est un bel outil, puis une ressource qui est déjà là pour entamer une discussion, puis mieux faire connaître, puis parler autour de l'action communautaire autonome. On a aussi à venir l'appui des municipalités à la campagne. Donc ça, c'était une action de la mobilisation CCLACA qui n'a pas encore été officiellement lancée. Donc ça va venir bientôt. Puis le 12 septembre, le grand rassemblement de l'action communautaire autonome. En primeur, on vous annonce que ça va avoir lieu au parc du Grand Coteau. Donc, vous allez avoir les liens aussi pour manifester votre intérêt à participer à ce grand rassemblement sur Facebook. Puis dans nos communications aussi, ça va pouvoir sortir avec toutes les informations. Ensuite, je vais retourner dans mes notes sur Clickup. Je m'excuse, Chloé. Oui. J'ai pas compris la date si tu l'as dit. C'est le 12 septembre. Merci. Je sais pas, ça n'a pas. Il n'y a pas de problème. Puis ça, c'était la fin de semaine et c'était volontaire. Dans le fond, on veut le rendre accessible aux familles. Vous pouvez venir avec vos petites troupes à vous pour justement faire rayonner l'action communautaire autonome en dehors de notre cercle plus fermé. On veut pas être hermétique, que ça se veut un rassemblement festif pour faire du bruit, se faire voir, puis se célébrer comme mouvement. Interpeller les citoyens et citoyennes. Interpeller les citoyens et citoyennes. Puis là, pour terminer, on trouvait ça, oui, c'est une bonne idée, je te vois. Le parc du Grand Coteau, c'est où? C'est-tu à Joliette? C'est à Mascouche. Oui. Ben oui. Oui, Okay. à côté du chez nous du communautaire. Oui. Okay. Puis là, je vous fais un partage d'écran pour terminer parce qu'on était assez emballés. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? J'irai voir. Oui, OK, parfait. Fait qu'on a mis à jour, en fait, où on en est rendu avec la campagne et on est rendu à 415 citoyens, citoyennes engagés qui ont adhéré, qui nous soutiennent. Et c'est vraiment chouette parce qu'avant les 2 semaines de grève, on était à 200
280, je dirais. Je me rappelle pas exactement, mais on était vraiment en bas du 300. Fait que ça a fait... on a eu une belle montée là. On a un premier partenaire engagé, Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne, et ça, c'est bien aussi parce qu'on l'a pas encore lancé officiellement à la page des partenaires, fait que c'est vraiment une initiative qui venait d'eux, de nous encourager. Puis ça, à venir, ça veut dire que des entreprises, des villes, municipalités vont pouvoir manifester leur soutien à la campagne C'est ça la CAP à partir du formulaire qu'on va mettre en ligne aussi. Puis en ce moment, on est à 114 organismes communautaires autonomes qui se sont aussi engagés envers la campagne. Puis pour le moment, le fonds de rayonnement est à 22 760. Fait que ça combinait autant les dons citoyens que celles que de la partenaire en ce moment, puis des citoyens, des organismes, le fonds de MOB. Donc, ça faisait un topo d'où on est rendu avec la campagne C'est ça la CAQ. Puis là, ben, je prendrai pas plus de temps parce qu'on a déjà dépassé un petit peu. Puis pour laisser, dans le fond, la place à Julie puis Rosa Maria qui voulaient nous faire une présentation sur la santé, en fait, sur les nouvelles obligations en santé et sécurité au travail avec la nouvelle loi 27, si je me trompe pas. Fait que c'est un 45 minutes de présentation, puis après ça, on va avoir un 15 minutes aussi pour, parler une période de questions ensemble. Ben, bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, je m'appelle Julie Lévesque. Est-ce que vous voyez ma présentation également à l'écran? Pas pour le moment. Pas pour le moment? OK. Attendez. Oui, on la voit. C'est là. Super, parfait. Donc, moi, je suis ergonome pour l'équipe de santé publique de la direction dans le fond, du CIS de la Nausière. Aujourd'hui, on a eu une demande par M. Valiquette pour venir présenter notre offre de service. Puis, qu'est-ce qu'on fait, nous, l'équipe de santé au travail? Si à tout moment, vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Puis sinon, ça peut être à la fin aussi. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. Donc, qui on est l'équipe de santé au travail? Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler un peu de l'entrée en vigueur de la loi 27, la clientèle qui a été ciblée par le projet TMS-RPS, les différentes étapes du projet. Ensuite, il va y avoir un volet plus pour définir puis identifier c'est quoi les facteurs de risque qui peuvent faire en sorte qu'on développe un trouble musculo-squelettique, donc TMS, ou un risque psychosocial RPS. Puis également, on va vous présenter l'offre de service. Ensuite, on va vous présenter la démarche à suivre pour recevoir nos services. Puis il va y avoir une section questions et commentaires. Donc, d'abord, les équipes de santé au travail, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait affaire avec nous quand vous avez déjà entendu parler de nous? Non, il n'y a personne que ça leur dit quelque chose, les équipes de santé au travail? Donc, les équipes de santé au travail, nous, on est payés par la santé publique pour faire de la prévention. On a des médecins, des infirmières cliniciennes, des techniciens en hygiène, des ergonomes, des intervenants au niveau des risques psychosociaux, puis on a également des hygiénistes. Donc, au niveau de la loi 27, dans le fond, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de la loi 27? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, depuis octobre 2025, ben, les organismes ont de nouvelles obligations au niveau de la santé-sécurité et vous avez 1 an pour vous conformer. Donc, à partir d'octobre 2026, vous devez mettre en place un plan d'action, un programme de prévention. Donc, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est, je vous ai mis le lien, la séance d'information que je vous présente, je vais vous l'envoyer en version PDF, donc vous allez avoir accès à toute la documentation à laquelle je réfère. Donc, c'est important de prendre connaissance de la loi, puis ensuite calculer le nombre de travailleurs. Donc, les bénévoles, ça fait partie des travailleurs. Puis si, par exemple, vous avez des bénévoles qui travaillent 5 à 10 jours par année, mais on ne le tiendra pas compte dans le calcul. Parce qu'à partir de 20 travailleurs et plus, il faut faire un programme de prévention, donc un peu plus d'engagement. Puis c'est 19 travailleurs et moins, c'est un plan d'action. Mais en fonction du nombre de jours que les travailleurs peuvent offrir soit du bénévolat ou du travail, ça a un impact. Ensuite, il faut déterminer nos obligations en fonction du nombre de travailleurs. On va déterminer si on a besoin d'un plan d'action, un programme de prévention. Si on a besoin d'un plan d'action, ben, on va avoir besoin de suivre la formation qui est pour les agents de liaison en santé et sécurité. Donc, c'est 19 travailleurs et moins.
On n'a pas l'obligation d'avoir un comité en santé-sécurité. Par contre, il faut désigner un représentant santé-sécurité, puis une formation qui est offerte, dans le fond, par la CNESST. Si, par exemple, on a plus de 20 travailleurs, ben, là, on est dans l'obligation, dans le fond, d'avoir un comité en santé-sécurité et d'avoir aussi un représentant en santé-sécurité. Donc, ça, c'est une formation supplémentaire. C'est un peu plus d'engagement quand on a besoin d'un programme de prévention. Quatrième étape, c'est de mettre en place les mécanismes. Donc, par exemple, pour un organisme qui a 19 travailleurs et moins, ben, c'est sûr qu'il doit élaborer un plan d'action, l'appliquer, le mettre à jour à chaque année, parce que même si on regarde ensemble votre plan d'action puis il est adéquat, s'il y a des nouvelles tâches qui sont ajoutées dans le cadre de votre milieu de travail, ben, ça a un impact. Il faut toujours que ce plan d'action-là soit vivant puis qu'on l'entretienne, corriger puis contrôler les risques. Donc, identifier c'est quoi les facteurs de risque. Donc, est-ce qu'il y a des risques de bruit? Y a-t-il des risques au niveau des troubles musculo-squelettiques? Ensuite, on propose des solutions de correction et de contrôle. On va en parler plus précisément, mais il y a quand même de la documentation à ce niveau-là. En plus, aussi, au niveau de la hiérarchie des mesures, ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Puis, il faut désigner effectivement là, un agent de liaison en santé et sécurité, puis la formation est offerte par la CNESST. Donc, comment on fait pour identifier les risques, corriger et contrôler? C'est vraiment un tableau qui doit être, dans le fond, construit pour déterminer est-ce qu'il y a des risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques, psychosociaux ou d'autres risques par rapport à la sécurité. Nous, en santé au travail, on peut vous aider dans l'identification des risques à la santé. C'est plus des risques à la sécurité. On va vous référer à la CNESST. C'est vraiment plus leur travail. Ensuite, on va demander de corriger les risques qui sont jugés significatifs. Puis c'est sûr que dans une situation idéale, on y va toujours avec le plus possible avec l'élimination à la source lorsque c'est possible. Donc, c'est toujours mieux, par exemple, d'insonoriser une pièce pour le bruit que de mettre des protecteurs auditifs. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, mais il faut que ce soit dans la mesure du possible. Pour ce qui est du contrôle, ben, ça serait peut-être, par exemple, si c'est pour le bruit, ben, si par exemple, vous mettez de nouveaux équipements qui pourraient engendrer du bruit, mais il va falloir prendre des mesures. Donc, il y a comme une assurance qualité qui doit être faite pour contrôler que tout est correct. Donc, puis ça, je vous réfère plus loin tantôt, je vous avais mis le lien, mais si vous avez besoin d'aide pour les risques à la santé, ben, on peut vous aider. C'est ce que je parlais tantôt, la hiérarchie des mesures, donc toujours privilégier une élimination à la source comparativement à, par exemple, des parts de protection individuelles comme des bouchons. Pour ce qui est des organismes avec plus de 20 travailleurs, c'est sensiblement la même chose au niveau dans le fond, programme de prévention. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'on doit avoir un comité en santé et sécurité. Donc, ça demande de se rencontrer au moins 3 à 4 fois par année. Puis cette formation-là est offerte par la CNESST. Toutes les informations sont là. Pour ce qui est de l'offre de services en général pour la santé au travail, bien, on peut offrir du soutien à la mise en place dans le programme de prévention, dans le plan d'action en lien avec les éléments de santé. On peut aider aussi à l'identification des risques, donc pour ce qui est biologique, physique, chimique, ergonomique, RPS. Puis on peut donner, dans le fond, de l'information sur les risques à la santé. Donc, on a des infirmières, des techniciens qui peuvent venir aider. Par exemple, si le risque, c'est plus un risque biologique, ben là, les infirmières peuvent donner une formation, puis c'est plus un risque par rapport aux contaminants chimiques, les techniciens qui peuvent venir donner des mesures. C'est sûr que notre rôle ici en santé publique, on peut faire de la surveillance de l'état de santé. Si par exemple, le travailleur utiliserait des produits chimiques qui ont des contaminants importants, il pourra la surveillance médicale, puis également au niveau de l'audition. Mais je pense pas que c'est vraiment le cas dans le cadre de vos organismes communautaires, mais c'est simplement pour vous présenter l'offre de service global. On a aussi une équipe qui s'occupe du programme Maternité sans danger. Si vous avez des travailleuses enceintes, c'est important de les informer qui puissent en parler avec leur médecin traitant ou leur médecin accoucheur pour s'assurer qu'ils aient fait une demande pour que leur risque en milieu de travail soit considéré. C'est sûr que notre équipe s'occupe aussi de tout ce qui est maladie à déclaration obligatoire, tout signalement, mais je pense pas que c'est le cas vraiment dans le cadre de vos organismes. Donc, pourquoi on s'intéresse à vous? C'est parce que nous, dans le fond, on essaie d'intervenir avec des entreprises qui avaient principalement des risques ergonomiques et psychosociaux. Selon vous, dans le cadre de votre travail, est-ce qu'il y aurait des risques chimiques ou des risques biologiques
qui pourraient être présents et que vous avez besoin d'aide? Non. Donc, moi, pourquoi je suis venue à vous, c'est que j'ai eu les coordonnées de M. Valiquette par Annick Saint-Denis. Dans le fond, elle est organisatrice communautaire pour le CIS de la Naudière. Puis elle nous a mentionné, dans le fond, que ça peut être intéressant de présenter notre offre de service puis d'expliquer brièvement c'est quoi, dans le fond, un risque de troubles musculo-squelettiques puis risques psychosociaux. Juste Donc, un instant. oui, En fait, je vois Chloé qui a la main levée. Fait que si ça te va, oui, on pourrait prendre la question. pas de problème. Bonjour. Oui, allô. Excusez, dans le fond, c'était pour revenir aux risques chimiques. Pour ceux qui travaillent avec des membres qui peuvent être en état de consommation et qui consomment ou tout ça, est-ce que ça peut faire partie des risques chimiques d'être en présence, je dirais, de gens qui consomment? Très bonne question. Dans le fond, le risque que je vois, c'est plus le risque à la sécurité. Mais pour ce qui est de les substances, ça, il faudrait que je m'informe avec soit notre médecin ou les infirmières à ce niveau-là. Mais si vous voulez, vous allez avoir mes coordonnées, puis vous allez pouvoir m'écrire puis me poser des questions pour que je puisse vous adresser, dans le fond, la réponse. Parfait, merci. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, je disais, avec Mme Saint-Denis, on est venu à vous, puis on a eu une liste d'entreprises. J'ai parlé avec M. Valiquette, qui m'a invité à la séance d'information. Donc, je donne la séance d'information et je vais je vais demander à M. Valiquette qui me fournisse, si ça vous convient, vos adresses courriels pour que je puisse vous envoyer un formulaire. Donc, le formulaire, ça va être vraiment, dans le fond, pour identifier si vous avez des besoins au niveau des troubles musculo-squelettiques, au niveau des risques psychosociaux ou tout autre besoin. Puis on pourra vous référer vers les bonnes personnes. Puis également, puisque j'aurai vos adresses courriel, je pourrais vous envoyer la documentation que je vous présente à l'instant. Après avoir reçu les formulaires, moi, dans le fond, on va analyser les données, puis on va contacter les entreprises, les organismes qui ont des besoins, puis on va prendre rendez-vous. Donc, je laisserai ma collègue Rosa y aller pour cette question-là. Donc, elle va vous expliquer principalement c'est quoi les risques psychosociaux. Encore avant de continuer, je vois Annie qui a la main levée. Oui. Oui, en fait, moi, je me demandais depuis quand que le CIS mettait à disposition ce service-là, parce que nous, on a un comité santé-sécurité depuis plus de 5 ans. Puis on n'était pas au courant que tu sais, on a déjà une mutuelle de prévention, mais on n'était pas au courant qu'on pouvait avoir des services gratuits dans notre région, mettons. Parfait. Dans le fond, nous, ça fait plus de 30 ans qu'on a une équipe de santé au travail dans le CIS de la Naudière. Puis nous, avant, on intervenait plus dans les secteurs d'activité prioritaires comme centres de tri, les abattoirs, vraiment les grosses industries. Par contre, on pouvait prendre à l'occasion des demandes de services si ça nous était adressé. Par contre, depuis octobre 2025, on intervient dans tous les secteurs d'activité. Donc, on pourrait dire que c'est depuis octobre 2025 qu'on peut offrir le service à tous. OK. Parce que dans tes deux premières questions, en fait, j'avais répondu avec un pouce de façon positive. Là. Oui, je connaissais les services, mais non, je ne savais pas qu'on pouvait faire affaire parce qu'on faisait affaire avec ceux de la CNESST les moments où on en a eu besoin. Donc, j'ai ma collègue en ressources humaines là, qui est la principale gestionnaire de ce beau comité santé-sécurité-là. Fait que vous pouvez déjà comprendre qu'on s'est déjà écrit en vous écoutant qu'elle va probablement communiquer avec vous. Merci. Parfait, super. Et s'il n'y a plus de questions, je pourrais commencer avec les risques psychosociaux. On parlait des risques chimiques, biologiques et dans la loi, l'identification, la correction et les contrôles, c'est aussi des risques psychosociaux. L'objectif de cette rencontre, c'est plutôt de comprendre ce que sont les risques psychosociaux, de reconnaître, identifier les principaux facteurs de risques psychosociaux, de comprendre les risques en contexte de télétravail, s'il existe dans notre contexte, et sensibiliser à la consommation dépendance au milieu de travail. Et tantôt, la question, c'était plutôt si
et j'imagine pour les membres, mais ici, c'est plutôt sensibiliser l'utilisation des substances pour les travailleurs et présenter, bien évidemment, l'offre des services pour les risques en question. Et, est-ce que vous connaissez c'est quoi les risques psychosociaux? Grosso modo. Bon, étant donné qu'ils sont liés à la loi 27 et qu'il faut se conformer maintenant à la loi 27, ça comprend l'intégration dans les plans d'action ou dans les programmes de prévention des risques psychosociaux. Est-ce que vous pensez que vous vivez de cette situation dans votre milieu de travail? Oui. Oui, j'ai entendu oui. Ben oui, on est plusieurs organismes quand on travaille en intervention en psychosocial, on travaille avec des risques psychosociaux pour nous-mêmes. Oui, bien évidemment. Et comme je dis, mais c'est une obligation dans la loi 27. Alors, je vais approfondir un peu plus en détail de quoi il s'agit pour que vous puissiez plutôt les identifier. Et les risques psychosociaux, c'est quoi? Mais ils sont liés plutôt à l'organisation de travail, relations sociales, comme c'était mentionné, et les pratiques de gestion et les conditions d'emploi. Et la partie qui c'est comme une sorte d'avantage, c'est que tous ces risques sont bien identifiables, on pourrait les mesurer, et étant donné qu'on pourrait les identifier, on pourrait aussi les modifier au fur et à mesure. Et comme je mentionnais, et comme c'était mentionné par Julie aussi, une obligation légale à partir de l'année passée, en octobre 2025, pour intégrer les risques psychosociaux dans les plans d'action ou dans les programmes de prévention, mais aussi depuis longtemps et 2021 aussi, dans la loi, l'article 51 dit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité autant physique que psychologique de son travailleur. Également, du côté employé et aux travailleurs, la loi prévoit qu'il doit prendre toutes les connaissances dans l'article 49. Il doit prendre tout les formations autour et s'approprier de toutes les informations que l'employeur prodigue pour aussi se tenir à jour. Et, OK, on passe à la suivante. Les conséquences qu'on voit pour les travailleurs, travailleuses dans ces contextes, qu'il existe beaucoup plus de problèmes de santé mentale. Et on parle de l'anxiété, la dépression, surtout vous qui vous travaillez auprès d'une clientèle parfois un peu plus vulnérable. Des troubles musculo-squelettiques, on va aborder un peu plus en détail, mais si on les voit, même les stress, des postures contraignantes, des situations qui génèrent un peu plus d'exigences musculo-squelettiques, va provoquer à long terme une problématique des risques psychosociaux. Et les maladies cardiovasculaires, on voit qu'il y a des personnes qui ont un stress important, c'est une demande assez exigeante. Alors, ils vont les présenter aussi des maladies cardiovasculaires, comme des crises cardiaques ou même des accidents vasculaires cérébraux. Et les conséquences de ces risques dans le milieu de travail, on voit qu'une personne qui est plus stressée, il aura un manque d'attention, il va provoquer plus d'accidents dans le milieu de travail. Et, et comme j'ai mentionné, des maladies professionnelles qui vont arriver, autant pour la dépression ou l'anxiété, qui vont arriver et provoquer aussi un absentéisme. Et le présentéisme, pour le décrire, c'est une personne qui est malade, soit physique ou psychologique, mais c'est présent au travail. L'idéal, c'est qu'il reste chez lui ou chez elle pour essayer de combler ou même de guérir avant de se présenter. Il existe un taux d'érgulement important parce que les personnes qui ne supportent pas avoir un stress important, ils vont partir. Et on les voit dans les communautés au bout, des personnes qui n'arrivent pas à combler certaines reconnaissances ou même de se trouver dans un bon endroit, ils vont partir.
La perte de productivité, bien évidemment, si une personne n'est pas assez et on se trouve dans un milieu qui se trouve reconnaissante, qu'il existe une autonomie décisionnelle, mais il n'aura pas la productivité, ou ne va pas s'épanouir comme il le fera dans ce milieu qu'il vient d'acquérir. Et de façon globale, les coûts vont augmenter parce que la personne n'est pas productive. On parle des trois principaux risques psychosociaux au niveau de la CNSST parce qu'on voit il existe pour la CNSST des indemnités qui se sont présentées surtout sur ces trois volets. Une exposition à un événement potentiellement traumatique, on parle des personnes, exemple dans votre contexte, des personnes qui travaillent dans le milieu de santé mentale et qui se trouvent avec des situations qui présentent une psychose, exemple, ou des travaillent avec des personnes vulnérables qui vivent de la négligence, la maltraitance. Alors, tout ça, ça fait compte. La violence, on parle aussi de violences et psychologiques, la violence verbale, la violence à caractère sexuel. Et l'harcèlement, on parle de nouveau d'un harcèlement psychologique ou sexuel. Si on passe à la suivante, la INSPQ parle plutôt des différents facteurs qui vont augmenter un risque, comme on les a vu dans la CNSST. On parle, exemple, de la communication de l'information. S'il existe une bonne communication qui soit fluide, qui soit toutes les tâches des personnes qui travaillent, c'est plus clair, alors on part d'un risque qui pourrait provoquer une protection à la place qui fasse une nuance ou qui néglige le travail des employeurs. Si on parle du soutien du supérieur, exemple, si son supérieur permet qu'il existe une meilleure conciliation de travail, personnel qui permet à la personne d'avoir une horaire plus flexible et sortie avec la famille, etc. Alors, ça pourrait être aussi un facteur de protection. Le soutien social entre collègues, c'est important d'avoir l'entraide pour qu'ils puissent avoir un facteur de protection. Une autonomie décisionnelle, c'est le contrôle qui existe pour la personne d'exercer son travail. Alors, s'il a l'attitude qu'il pourrait avoir pour faire son emploi est assez flexible, bien évidemment, et la personne se sera plus épanouie que si tout le temps il doit contrôler ou doit faire tout son travail à la lettre tel qu'il est écrit par son employeur. La reconnaissance au travail, on le voit, vous, et vous vous sentez moins reconnaissant parce que le travail que vous fournissez, c'est à tous les jours et vous vous sentez moins reconnu. C'est aussi, s'il n'existe pas cette reconnaissance, de vous tourner dans une problématique des risques psychosociaux. La charge de travail, si vous êtes à la place d'une période, vous devrez faire plus de temps supplémentaire pour combler le travail que vous faisiez, alors c'est aussi un risque. Tandis que si c'est moins intense la charge de travail, on pourrait le voir pour des personnes qui font une cadence assez importante dans une courte période, il faut être très performant pour une courte période de temps. On les voit qui pourraient aussi nuire à la performance de la personne. La justice et l'équité, on les voit dans les mouvements que vous faites maintenant, et le respect qui existe tant pour les employeurs, la personne les chefs vers les employés, ou même entre les travailleurs, ou même vers la clientèle aussi. Ça pourrait nuire s'il n'existe pas un respect à n'importe quelle échelle. Si on passe à la suivante, et on parle aussi du télétravail. Quels sont les avantages? Bien, il existe une flexibilité d'horaire, la productivité pourrait augmenter, la diminution de l'absentéisme parce qu'on travaille beaucoup plus flexible, la conciliation travail-famille aussi et l'économie qui pourrait éviter pour les déplacements, exemple. Par contre, on voit qu'il y a des inconvénients comme on fatigue des visioconférences, c'est-à-dire qu'on est tout le temps hyper connecté pour faire tout le temps des rencontres. Les frontières sont vagues, c'est-à-dire que parfois on pourrait faire les repas où on mange pendant qu'on fait une rencontre ou on fait une formation.
Alors, on ne détermine pas à quel moment je dois quitter mon travail pour rentrer à une autre activité. L'isolement social, bien évidemment, si on voit moins de personnes, ça provoque aussi qu'on reste tout le temps dans l'isolement. L'organisation du travail, comme je mentionnais, l'hyperconnectivité. Et parfois, si la personne vit de la violence, le harcèlement à la maison, et c'est plus difficile de l'identifier. Mais il existe et on rentre la personne, à l'employé qui vit tout le temps de la violence, reste dans un milieu violent. Et bien évidemment, elle est multitâche, qui ont fait différentes choses pour être plus efficace et que ça arrive. Alors, c'est les inconvénients qui pourraient provoquer le télétravail. On parle de la consommation au milieu de travail. C'est surtout dans les milieux où il existe une exigence assez importante. Comme je reviens, j'ai mentionné que des facteurs organisationnels provoquent des risques psychosociaux et aussi provoquent la consommation au milieu de travail. Et si la personne voit qu'il n'avance pas dans son emploi, ça pourrait provoquer, parce qu'il existe une insatisfaction de son emploi, des manques de supervision qui se trouvent distants, isolés, alors ça pourrait provoquer aussi la consommation dans le milieu de travail et des tâches répétitives. Ça, je ne pense pas que, au moins qu'il pourrait me corriger, ne se présente pas, mais ça présente exemple dans les milieux ou des tâches qui sont tout le temps d'une cadence et répétition constante. Alors, ça provoque des problèmes et des troubles musculo-squelettiques qui forcent à la personne à utiliser une substance. Et pour combler la douleur ou même à devenir plus performant. Les facteurs liés aux conditions de travail, comme je mentionnais, le stress élevé, et ça pourrait plutôt consommer des benzodiazépines, exemple des anxiolytiques. Les exigences élevées ou une situation de faible contrôle, le niveau de satisfaction, si la personne ne se sent pas satisfaite dans son emploi, il va probablement rentrer en dépression, alors utiliser plus des médicaments pour contrôler la dépression ou antidépressifs. Des longues journées, on parle plutôt d'une personne qui doit faire un long trajet, les camionneurs qui doivent rester éveillés. Alors, ils utilisent plus des psychostimulants pour rester tout le temps éveillés et faire des longs trajets. Des facteurs personnels ou sociaux, la fatigue, comme je mentionne, pour être plus performant, les psychostimulants sont une ressource. Éviter l'isolement, c'est pas éviter, sinon l'isolement qui va provoquer, comme je mentionne, la dépression aussi. Et parfois, les milieux provoquent avoir un accès aux drogues et à l'alcool. On parle, exemple, des chantiers. Les chantiers, et maintenant, ils ont une situation importante sur l'utilisation des opiacés parce qu'il doit être performant et avoir moins de problèmes aux troubles musculo-squelettiques et même une problématique personnelle. C'est-à-dire que la personne a une problématique sous-jacente, soit un problème de santé mentale, ou même de la violence, comme je mentionnais. Et qu'est-ce qu'on offre, nous, et à vous? C'est plutôt des vérifications de politiques de harcèlement, s'il existe déjà, et valider que tout est conforme. La violence, intégrer ces sortes de concepts dans les politiques que vous êtes déjà en train de créer. Des séances d'information très ponctuelles, je vais aborder un peu plus en détail quelle sorte ou quel type de séances d'information on pourrait vous fournir et vous accompagner dans l'identification et évaluation des risques psychosociaux. C'est-à-dire, nous, on pourrait faire des formulaires et des séances d'information, de voir de quelle façon nous, on pourrait identifier ces sortes de risques dans votre milieu. Bien évidemment, il existe des plans d'action, des suivis. Et une fois qu'on identifie tous les risques psychosociaux, on les intègre dans les plans d'action ou dans les programmes de prévention. Et nous, on pourrait faire des suivis si vous avez déjà démarré un plan d'action, continuer, ou sinon, on démarre avec vous et on fait des suivis à long terme. Et les séances d'information qu'on vous propose, c'est plutôt la sensibilisation aux risques psychosociaux,
C'est-à-dire, comme on le mentionne maintenant, c'est pour les employés d'identifier les risques, tantôt, autant pour la CNSST que pour l'NSPQ, pour que tout le monde soit au courant de qu'il existe la violence conjugale, le milieu de travail, parce que c'est une partie, comme je mentionnais, de la CNSST qui aussi propose d'intégrer dans les plans d'action. Et aussi, on fournit des séances des événements potentiellement traumatiques et l'incivilité, la communication non violente et bien évidemment la consommation, aborder un peu plus les sujets de consommation et dépendance en milieu de travail. Et il faut vous rappeler que tous ces services sont gratuits et alors il n'y a aucun déboursement à faire et ça nous fait plaisir de vous en parler un peu plus si vous voulez. Maintenant, on va revenir à Julie. Merci. Est-ce que s'il y a des questions, vous pouvez les faire, sinon on pourrait les laisser pour la fin de la session. Merci. Parfait, merci Rosa. Donc, on va aller au niveau des troubles musculo-squelettiques maintenant. Donc, d'abord, est-ce que vous avez une idée de c'est quoi un trouble musculo-squelettique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Vous n'avez pas d'idée, mais on va en parler. Dans le fond, un trouble musculo-squelettique, en fait, c'est une lésion qui touche les articulations qui sont liées avec le travail. Donc, quand on dit maladie en HIT, là, bursite, tendinite, veut dire le HIT veut dire inflammation. Donc, il y a une inflammation au niveau des articulations. Donc, ceux qu'on retrouve le plus souvent, il y a les tendinites, il y a les bursites, les épicondylites, épitrochléides, syndrome du canal carpien. Je vais vous les présenter plus en détail. Donc, ici, c'est une tendinite. Donc, la tendinite, ici, c'est mon muscle qui est attaché à l'os par un tendon. Donc, quelqu'un qui aurait une tendinite du biceps, par exemple, donc, c'est une inflammation du tendon. Donc, si par exemple, j'ai une tendinite du biceps, mais je continue à faire la flexion-extension au niveau du coude, je ne règle pas mon problème. Il faut que je change temporairement ma façon de travailler pour éviter de solliciter cette articulation-là. Épicondylite. Donc, l'épicondylite, dans le fond, est causée principalement par un mouvement, un effort en extension, donc le fait de lever le poignet de cette façon-là, puis le fait de faire de la spination. Donc, extension, spination, ça occasionne, dans le fond, ça peut occasionner une épicondylite. La douleur va être vraiment ici, comme on voit sur l'image. Donc, est-ce que ça va pour ça? C'est clair? Une épitrochléite. L'épicondylite, on peut l'avoir également chez le joueur de golf, chez le joueur de tennis. L'épitrochléite, c'est plus au niveau du joueur de golf. L'épitrochléite, c'est le contraire. Donc, c'est vraiment la flexion du poignet, puis la pronation dans l'autre sens. Donc, flexion, pronation. Puis la douleur, elle va être plus à l'intérieur, comme on voit à l'image qui est ici. Syndrome du canal carpien, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Ça vous dit quelque chose, oui? Donc, les doigts qui sont touchés principalement, c'est ceux qui sont en vert. Donc, au début, ça commence surtout la nuit. C'est souvent plus un côté que de l'autre. C'est vraiment un engourdissement des trois premiers doigts, le pouce, index majeur, puis c'est comme une décharge électrique. C'est assez douloureux. Ça peut amener à une opération. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, dans votre poignet, bien, vous avez plusieurs, dans le fond, tendons. Puis vous avez aussi des nerfs. Donc, c'est le nerf médian, dans le fond, qui vient comprimer par le tunnel carpien. Donc, quelqu'un qui a un tunnel carpien avec l'opération, ils vont venir un peu dégager pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de compression au niveau du nerf. Puis c'est la compression au niveau du nerf qui fait en sorte qu'on a des engourdissements puis des décharges là, au niveau des doigts. Bursite. Donc, quand je viens lever mon épaule ici, plus de 90 degrés, donc quand je viens lever mon épaule plus de 90 degrés, je viens comprimer la bourse qui est ici. Donc, il faut éviter de soulever des charges à bout de bras, dans le fond, en haut des épaules, parce qu'on vient comprimer la bourse, puis ça peut occasionner une bursite. Entorse lombaire. Donc, si ça, c'est mes vertèbres de ma colonne vertébrale, puis ça, c'est mes disques intervertébraux. Donc, l'entorse lombaire, en fait, c'est un ligament qui est étiré. Donc, si par exemple, je viens faire un mouvement, donc je viens prendre une charge, puis je viens faire un pivot au niveau du tronc, donc je viens faire une torsion, puis mes pieds n'ont pas suivi mes épaules, bien, je viens de faire, si on veut,
un effort en torsion. Donc, si en plus j'avais une charge qui était plus présente que prévu, je n'avais pas anticipé le poids de la charge, puis je n'étais pas préparée à la prendre, ben, je peux avoir une entorse lombaire. L'entorse lombaire, c'est quand même facile à faire indemniser parce que il y a un événement. Puis généralement, ben, ça se rétablit facilement si on prend la médication et on prend soin de notre dos. Il y a aussi les hernies discales. Dans le fond, l'hernie discale, là, c'est vraiment, si je reviens à l'autre, donc si j'ai mes vertèbres, puis ça, c'est mes disques. Donc, l'hernie discale, c'est vraiment au niveau du disque. Donc, par exemple, une hernie discale, c'est au niveau du disque, il y a une déformation du noyau. Souvent, c'est comme si, par exemple, sur un pneu, vous avez une petite bulle d'air, là. Mais c'est la même chose, c'est une déformation du noyau, puis ça vient, déformation du disque, puis ça vient à côté au niveau des nerfs. Donc, quelqu'un qui aura une hernie discale au niveau cervical, ben, les douleurs, les inconforts vont être plus au niveau des membres supérieurs. Comparativement à une hernie qui est plus lombaire, ça va être plus au niveau des membres inférieurs. Il y a des gens qui ont des hernies discales puis s'en rendent pas compte. Ça, il y a pas de souci. Mais quand, dans le fond, l'hernie discale est symptomatique puis que ça vient à côté au niveau des nerfs, ben, ça peut être assez douloureux. C'est sûr que oui, il peut y avoir opération. Donc, l'hernie discale peut être, dans le fond, en lien avec des efforts de soulèvement, des efforts qui sont répétés, mais ça peut être également accidentel, un impact, un saut, un accident de voiture. Donc, l'hernie discale peut être aussi accidentel. Donc, maintenant, on va parler de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on développe un trouble musculo-squelettique. C'est multifactoriel, là. Donc, une question de posture contraignante. Si notre poste n'est pas bien aménagé puis on est toujours à bout de bras, ben, on a plus de chances de développer un trouble musculo-squelettique. Quand on parle de développer un trouble musculo-squelettique, dans le fond, on considère, dans le fond, que votre corps n'est pas bien positionné, puis c'est plus de 2 heures par jour, vous êtes en posture contraignante, donc on considère qu'il y a un risque modéré. Si c'est le cumul dans votre journée, hein, si vous êtes plus de 4 heures, on constate qu'il y a un risque élevé. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas bien positionné 10 minutes par jour, c'est plate, mais ça a peu d'impact au niveau des troubles musculo-squelettiques. Mais si ça dépasse les 2 heures, puis si ça dépasse les 4 heures, mais le risque est vraiment plus augmenté. Il y a aussi une notion de répétition. Donc, si vous faites toujours le même geste dans un certain laps de temps, on a plus de chances de développer un trouble musculo-squelettique. Effort important, tout ce qui est soulèvement de charge, donc peut avoir un impact. L'environnement, comme par exemple les gens qui vont travailler dans un abattoir, qui travaillent au froid, ou si vous êtes à un poste informatique, puis il y a un courant d'air, la ventilation qui est directement dans votre cou, ben, vous allez comme lutter pour la chaleur, puis vous allez être plus contracté que quelqu'un qui n'aurait pas à gérer ce problème de température. Vibration, dans le fond, le fait d'utiliser des outils vibrants peut amener de troubles musculo-squelettiques, mais je l'ai mis en bleu parce que je ne pense pas que c'est le cas dans le cadre des organismes communautaires. Pour ce qui est du travail statique, quelqu'un qui travaille à un poste de travail sans appui au niveau des membres supérieurs, une charge statique qui s'installe au niveau des trapèzes. La même chose, quelqu'un qui travaillerait debout sur place sans la possibilité de bouger, il y a une charge statique qui s'installe dans le bas du dos. Ensuite, on va parler de choc mécanique, donc peu avec les organismes communautaires, mais quelqu'un qui servirait de la paume de la main comme marteau. Donc, la paume n'est pas conçue pour taper, ça brise la paume de la main, donc on évite de faire ça. Puis pression mécanique, ben, quelqu'un qui travaille à un poste informatique puis qui est en appui dans le fond sur le poignet, peut avoir une pression, puis ça peut amener à la longue des problèmes de tunnel carpier. Manque de récupération, c'est sûr que quelqu'un qui travaille, par exemple, 10-12 heures par jour a plus de chances de développer un trouble musculo-squelettique que quelqu'un qui en travaille 7 puis 8. Facteurs psychosociaux, comme Rosanne en parlait tantôt, c'est sûr que, par exemple, si vous avez une charge de travail qui est élevée, que vous courez toujours après votre temps, puis que vous êtes un peu plus stressé à faire votre travail, bien, le risque est augmenté au niveau des troubles musculo-squelettiques. Donc, maintenant, on va parler des postures contraignantes qui sont plus en lien avec l'ergonomie de bureau, mais je suis consciente que dans certains organismes, il peut y avoir autre chose plus en lien avec des tâches reliées à la cuisine ou des tâches de service. Donc, il peut y avoir différentes postures contraignantes, mais là, on va parler d'ergonomie de bureau. C'est sûr que si notre poste de travail n'est pas bien aménagé puis que notre écran, dans le fond, est en coin, ben, ça fait en sorte que dans le fond, notre cou, on est un petit peu en torsion. Donc, idéalement, il faut que, dans le fond, le clavier soit aligné avec l'écran le plus possible. Pour ce qui est de la hauteur de l'écran, donc les yeux doivent arriver dans le haut de l'écran. Si l'écran est un petit peu trop haut, ben, on va se ramasser comme ça avec une extension au niveau du cou. Toujours dans une optique de 2 heures.
Puis un bras de distance, donc idéalement, l'écran doit être un bras de distance. Si j'ai pas mon bras de distance, ben ce qui va arriver, c'est que je vais me ramasser comme ça. Je vais être toujours en train de regarder comme ça pour bien voir. Donc, c'est vraiment important d'avoir notre bras de distance. S'il y a des gens qui utilisent des ordinateurs portables, c'est important d'avoir un écran puis un écran externe ou un clavier puis une souris externe pour éviter cette situation-là parce que dans le fond, ici, on est en flexion au niveau du cou, l'écran est trop basse. Ici, c'est un petit peu trop haut parce que la personne est positionnée comme ça. Donc, il faut vraiment que les yeux soient dans le haut de l'écran. Pour ce qui est de l'utilisation du clavier et de la souris, idéalement, le clavier et la souris doivent être sur la même surface. On évite de travailler sur deux surfaces. Et pourquoi lui utiliser travaille comme ça? Souvent, c'est que la tablette à clavier est trop courte pour accueillir les deux. Donc, c'est intéressant de regarder la possibilité de tout mettre sur le même niveau. Pour ce qui est de la hauteur du poste de travail, on évite de travailler avec un poste qui est trop haut parce qu'il y a une charge statique qui s'installe au niveau des membres supérieurs. On est rehaussé comme ça. Donc, il faut que ce soit vraiment bien détendu, les épaules relâchées puis les coudes à 90 degrés le plus possible. Quand on a des accoudoirs sur les chaises, c'est intéressant de les utiliser adéquatement. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être en mesure, dans le fond, d'appuyer nos coudes quand on travaille avec le clavier. Aussi, ce qu'on se rend compte souvent, c'est que les claviers sont assez larges, ce qui fait en sorte que la souris est utilisée à l'extérieur de l'épaule, comme dans cette situation-là. Moi, je recommande souvent, le plus possible, d'avoir un clavier raccourci. Donc, c'est un clavier qui est plus court, qui fait en sorte que la souris est utilisée devant l'épaule. Donc, la souris serait utilisée ici au lieu de là. Ça fait en sorte qu'on n'est pas, dans le fond, en abduction au niveau de l'épaule. Pour ce qui est du clavier, idéalement, vous avez des pattes sur votre clavier. Moi, je vous conseille de les baisser. Pourquoi? Comme on parlait tantôt, la main doit suivre l'avant-bras. On évite de travailler de cette façon-là. Si mes pattes sont relevées, je vais être un petit peu plus en angle au niveau du poignet. C'est ce qu'on parlait tantôt au niveau, ici, au niveau du tunnel carpien. Si notre poignet est en appui sur la table, comme ça, sur le bord de la table, ça peut faire une compression au niveau du poignet. Donc, toujours le principe, la main doit suivre l'avant-bras. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Non? Parfait. Donc, pour ce qui est de l'offre de service, dans le fond, nous, à l'équipe de santé au travail, on a 2 ergonomes dans la naudière. On peut faire des interventions ergonomiques complètes. Donc, ça peut être pour une tâche de manutention, une tâche vraiment plus cléricale. On fait vraiment des interventions ergonomiques sur mesure selon vos besoins. Je donne également de la formation sur la manutention de charge, sur l'ergonomie de bureau. Je peux également former quelqu'un à l'interne qui est intéressant à connaître plus sur l'ergonomie pour que vous soyez autonome à ce niveau-là. Je suis également kinésiologue de formation, fait que je peux donner des séances d'exercice échauffement, étirement. Je peux vous monter un petit programme à ce niveau-là. Dans le passé, j'ai donné de la formation, dans le fond, sur le pelletage. Donc, c'est vraiment, selon vos besoins, on va vous monter une séance d'information pour éviter, dans le fond, que vos travailleurs se blessent au niveau de leurs articulations. Aussi, si c'est des travailleurs qui ont des limitations fonctionnelles, on peut regarder si les limitations, si vos pas de travail permettent de respecter ces limitations fonctionnelles-là. Si, par exemple, vous avez plusieurs postes, plusieurs employés qui ont des limitations fonctionnelles, on pourrait peut-être trouver un poste, dans le fond, qui serait adéquat. Donc, comme je disais, on peut toujours faire intervention ergonomique sur mesure. Si vous avez besoin d'autres services que troubles musculo-squelettiques au niveau des risques psychosociaux, ça, c'est le code QR ou aussi l'adresse courriel de l'équipe d'intervention. C'est plus des besoins plus au niveau, tantôt on parlait de risques chimiques, comme par exemple l'utilisation de drogue ou que les travailleurs, pas les travailleurs, mais la clientèle consomme de la drogue. Donc, on peut vous aider à ce niveau-là. Donc, comme je disais tantôt, moi, je vais recueillir les adresses courriels, je vais vous envoyer la documentation, je vais vous envoyer le formulaire pour que vous puissiez répondre au petit sondage. J'ai quelques questions. Puis ensuite, on va avoir vos coordonnées, puis on va pouvoir, dans le fond, répondre aux organismes qui ont des besoins, puis on pourra prendre rendez-vous pour des visites. Ça, c'est le site Internet pour le réseau de santé publique en santé au travail. Il y a différentes adresses au niveau de la CNESST parce que nous, c'est plus la santé, mais c'est des besoins plus au niveau sécurité ou plus au niveau des plaintes, les normes du travail, ça va vraiment avec ces liens-là. Donc, c'est tous les liens qu'on peut vous donner. Fait qu'on serait rendu à la période de questions. Je ne sais pas si ça répond à vos besoins. Je vais arrêter le partage d'écran pour mieux voir, hein. Et il y en a en question, madame. Oui. Oui. Je vais juste, est-ce que vous voyez encore mon partage d'écran?
Oui, il est toujours là. Ouais, ok, Oui, on voit encore ton partage d'écran. Je vois par contre qu'il y a une main levée de Lynn. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute. Bonjour, la question, je pense que ça va être pour Rosa, mais est-ce que vous pouvez me décrire un peu c'est quoi les séances d'information? À quoi ça ressemble, une séance d'information? Et, Style la violence conjugale, exemple, si on prend un exemple. et c'est à peu près 1 heure des rencontres et on explique comment aborder pour vous la violence conjugale, si c'est présente dans le milieu, dans votre contexte, et comment l'aborder s'il existe. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qui implique et comment vous pouvez s'utiliser pour confronter cette situation. Exact. Et c'est à peu près 1 heure. Chaque rencontre, on essaie de la faire dans 1 heure, peu importe les sujets. OK, mais ma sous-question à ça, est-ce que dans ces séances d'information-là, il y en aurait qui ça serait pertinent pour nos travailleurs, travailleuses à avoir une séance d'information de vous ou c'est plutôt dirigé vers la direction? Et ça dépend. Ça pourrait être pour l'employeur autant que pour les employés. C'est les deux. Parfait, Mais la merci. plupart du temps, on voit que c'est les employés qui vivent la violence. Alors, mais on pourrait le faire à tout le monde. Oui. On pourrait les plutôt nuancer dépendamment à qui on l'adresse. Mais la plupart du temps, c'était demandé pour les employés. Parfait, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Oui, Madame Allard. Excusez, je n'ai pas trouvé la main pour lever la main. J'ai Je eu veux votre savoir. main. Oui, merci. Nous, on n'a seulement qu'une employée. Puis on travaille avec des bénévoles, mais tu sais, c'est pas quelque chose de violence qu'ils ont à faire. Des fois, quand il y a des rencontres, c'est de mettre des chaises et de les enlever. Je sais pas si on est vraiment concerné par cette loi-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je connais pas l'importance. Je pense que la loi est plus importante que ce que le travail que nous on fait. Est-ce que je me trompe? Dans le fond, tous les organismes, même j'ai un organisme que c'est juste des bénévoles, ils doivent quand même avoir un plan d'action pour malheureusement, c'est ça, là, mais dans le fond, le but, c'est de protéger les travailleurs. Donc, il faut qu'il y ait un minimum, là, un plan d'action là, qui soit fait. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'un comité en santé et sécurité parce qu'il y a juste un employé, là, mais du moins, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, on peut vous aider là, dans l'identification des risques, puis Je pense que ça va être nécessaire parfait. Fait que dans parce le que, fond, vous pourrez répondre au formulaire, puis on pourra vous aider à ce niveau-là. Là, on essaie d'aider surtout ceux qui ont moins de moyens, là. OK. Merci beaucoup. Et aussi, juste pour compléter, les bénévoles font partie ils se considèrent autant des travailleurs, stagiaires aussi, aux étudiants, se sont considérés dans la loi comme qui font partie des employés. Et aussi, juste pour mentionner, j'ai travaillé dans un organisme communautaire, une ressource alternative en santé mentale. Et alors, j'ai beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là, surtout les risques psychosociaux, il les identifier. Et c'était une des situations pour la ressource qui avait plus de bénévoles que des employés. Et oui, la CNSST les considérait pareil. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre qui aurait d'autres questions? Non. Donc, je suis bien contente de vous avoir présenté avec Rosa notre offre de service, puis un petit peu vulgariser un peu c'est quoi les risques de troubles musculo-squelettiques, puis risques psychosociaux. Gênez-vous pas à nous contacter. Donc, je vais voir avec M. Valiquette pour avoir accès à la liste de courriels là, pour pouvoir procéder à l'envoi des documents. Ça vous va? Je pense que la séance d'information a été enregistrée, c'est bien ça? Oui, la séance était enregistrée. Merci Julie puis Rosa Maria d'avoir pris le temps ce matin de nous parler de ça. Puis on fera la suite là, avec Hugo pour la liste de courriels puis le formulaire que vous vouliez envoyer. Fait que je pense que si jamais vous avez d'autres questions, ça pourrait être par le formulaire puis la prise de contact avec vous par rapport à ça. Parfait. Je pense que ça faisait le tour pour ce bloc-là.
Oui, Ça marche? absolument. Ouais. Est-ce que Parfait. vous allez pouvoir diffuser, dans le fond, notre présentation aux organismes qui n'ont pas pu assister? Ben, en fait, les rendez-vous des artisans, après ça, sont rendus disponibles sur notre... ouais, on les enregistre puis on les met disponibles. Donc, oui, ça va pouvoir être partagé à l'ensemble de nos membres. Donc, pour ça, ça va. Puis là, je vois juste Julie qui a la main levée. Je voulais dire. Oui. Oui, ben, moi, ça va être plus pour Chloé et Jérémy, là. En fait, ben, je suis super contente de la présentation, là. Ça fait 3 ans, nous, dans notre organisme, qu'on a notre comité santé-sécurité. J'avoue que j'aurais aimé l'avoir avant parce qu'il y a pas mal d'outils là-dedans qui peuvent être intéressants. Mais bon, on va prendre ça au vol. Mais pour Chloé et Jérémy, je me questionne beaucoup. Pour le vivre dans mon organisme depuis 3 ans, on n'est pas un si gros organisme, mais tu sais, on est une dizaine d'employés, puis on a proche de 30 bénévoles réguliers qui œuvrent dans les différents services de notre organisme. Fait que nous, c'est le gros kit, là. On a le comité santé-sécurité, on a le plan de prévention. Euh, J'avouerais que pour un organisme comme nous, là, c'est lourd comme structure, là, pour un petit organisme. On n'a pas un département de ressources humaines, là, qui gère ça. Ça retombe beaucoup dans ma cour en tant que directrice. Donc, je me questionnais à savoir, est-ce que la Troquelle pourrait peut-être faire des représentations pour au moins enlever la question des bénévoles, peut-être dans le calcul du nombre de personnes pour essayer d'alléger un petit peu cette structure-là, parce que vraiment, tu sais, c'est important à la santé et sécurité, puis on veut pas qu'il arrive rien à nos employés, à nos bénévoles. Naturellement, on veut que ça soit sécuritaire, mais ça amène vraiment quelque chose de lourd là, à gérer là. En tout cas, pour mon organisme, je ne sais pas s'il y a d'autres organismes qui vivent ça de cette façon-là aussi. Là. Fait que c'est cela. Ben, on note. Ouais. On le note. Absolument, on va prendre en note, puis on va pouvoir se pencher sur la réflexion en équipe pour voir qu'est-ce que la Troquelle peut faire à ce niveau-là, tout en étant aussi en cohérence avec la loi, puis ça. Fait qu'on va faire des recherches aussi de notre côté. Je t'avouerais que peut-être pour moi puis Chloé, c'est un dossier qu'on porte moins, mais on va revenir là-dessus avec plaisir. Puis aussi peut-être avec l'infolettre, on va faire un suivi sur ce sujet-là. Je vois aussi là, Julie et Rosa Maria, peut-être qu'ils ont un pouce à faire là-dessus. Pour répondre à Julie, dans le fond, ce que la CNSST nous a répondu, parce que nous, on est en étroite collaboration avec Suzelle Desilets, qui est conseillère en prévention au niveau de la CNSST. Dans le fond, si vous avez des bénévoles ou travailleurs, il faut que vous en avez, dans le fond, plus de 20. Mais il faut que ces travailleurs-là soient à l'emploi plus de 21 jours dans l'année, en même temps. Fait que est-ce que dans l'année, vous avez 21 jours que vous avez plus de 20 travailleurs? Ça va être à calculer, à vérifier. Si Ouais, c'est pas ben le vite cas, comme ça, je peux dire que oui, là, parce qu'ils sont là. J'ai des bénévoles qui sont là plus d'heures dans une semaine qu'un employé sur une base très régulière, là. Donc, effectivement, malheureusement, on tombe dans cette catégorie-là où est-ce que ça prend le plan de prévention, un comité santé-sécurité, toute la patente, là. Mais tu sais, j'ai peut-être pas au niveau de mes équipes. Tu sais, moi, c'est un organisme en sécurité alimentaire. On a une friperie, on a un comptoir, on fait de l'aide alimentaire. Je te dirais du niveau de littératie, tu sais, dans mon équipe, tu sais, j'en ai qui ont de la difficulté avec la lecture, l'écriture, mais tu sais, on les embauche quand même parce que on veut les intégrer. Sauf que là, quand on tombe dans des structures comme ça, là, de comité santé et sécurité, là, je t'avouerais que personne ne veut faire le PV. L'ordre du jour, c'est pas mal moi. S'assurer toute la conformité avec la loi. Puis, tu sais, là, vous êtes là, mais j'étais pas mal toute seule dans ça, là, d'aller chercher toutes les informations pour s'assurer qu'on les conforme et tout ça, la recherche qui va avec ça. Tout ça, ça retombe tout dans ma cour. Tu sais, on a une responsabilité en tant qu'employeur, fait que j'ai l'impression de le porter vraiment. Tu sais, oui, j'ai un comité santé-sécurité, mais je le porte tellement à bout de bras. Euh, c'est une structure qui est lourde. Tu sais, si on excluait les bénévoles de ça, ben, je tomberais à 10 employés, fait que je tomberais à quelque chose qui est déjà plus gérable. J'ai plus besoin d'un comité santé-sécurité, juste un plan d'action. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que ça serait déjà plus gérable que la grosse structure, là. Et voilà. dans le fond, répondez à mon formulaire, puis je vais voir ce que je peux faire pour vous. C'est sûr, je vais vous mettre en contact avec Mme Desilets. C'est sûr que le nombre de bénévoles, que ce soit bénévoles ou travailleurs, c'est la même chose. Par contre, on peut peut-être avoir une certaine ouverture étant donné que, dans le fond, vous avez beaucoup de bénévoles, mais ça va être vraiment Mme Desilets qui va pouvoir voir si on ne pourrait pas passer d'un plan d'action à un plan de prévention. Moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Et C'est bon? ajouter, Merci.
Et Julie, ben, je pense qu'elle a bien répondu grosso modo. Mais juste pour vous rassurer, parce que dans l'organisme communautaire où j'ai travaillé aussi, il y avait comme 15 employés et pas mal, beaucoup de bénévoles. Et en plus, multi-établissement, parce qu'il avait un friperie, comme c'est passé avec vous, un atelier de travail créatif, ou des hébergements. Alors, ça compliquait tout pour un seul organisme qui avait beaucoup de situations à vivre. La même situation avec vous, la directrice de cet organisme. Et en parlant avec la CNSST, et ce qu'eux demandent, c'est que vous s'attachez plus à avoir une politique de harcèlement, de cibler exactement qu'est-ce que vous devriez avoir, une politique de civilité, de cibler certains risques biologiques, certains, parce que c'est impossible de tout couvrir, même dans une année. Alors, ils sont quand même assez flexibles de voir exactement quels sont les moyens que vous savez, mais que vous devriez répondre et qu'ils voient que vous êtes actif pour mettre en place des actions. Je pense que c'est la partie plus importante qu'ils voient la CNSST, qu'il existe déjà quelque chose que vous avez déjà amorcé et que vous êtes proactif à ce niveau-là. Ce n'est pas comme compléter 1000 objectifs et 1000 des actions parce que c'est impossible, étant donné que vous avez mentionné que c'est petit. Alors, je crois que oui, j'ai vu passer la même situation avec l'organisme où j'ai participé, mais ils ne sont pas assez exigeants tant que vous démontrez que vous êtes déjà en démarche des plans de mettre en place des situations et des actions concrètes. Et de là, c'est que nous, on est là aussi pour vous accompagner. De quelle façon on pourrait vous accompagner pour qu'il soit plus simple et qu'il soit assez efficace pour vous et du côté des plans d'action, des plans, programmes de prévention, d'organisation et tout. Décortiquer et qu'il soit plus facile pour vous. C'est l'objectif de la présentation qu'on fait maintenant. Merci. Bon, mais merci pour tout. Puis, si vous avez quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de répondre à vos demandes. Merci à vous. Bonne journée, au plaisir. Oui, vous aussi.